Chapitre 2. Première enquête. Après avoir recommandé à Gautret de monter, pendant son absence, une garde vigilante dans le jardin de la villa, avec les deux Danois, qui, d'ailleurs, s'étaient tout de suite familiarisés avec l'ex-gardien du Louvre, Shandcock s'était rendu immédiatement chez Simone Desrochers. Elle avait été reçue par Elsa Bergen et Maurice de Thouars. Celui-ci maintenant ne quittait guère la maison d'Auteuil. Tous deux avaient fait au roi des détectives le récit exact et détaillé des événements, troublants entre tous, auxquels ils avaient assisté au cours de la nuit précédente. Récit que Shandcock avait écouté avec la plus grande attention et dont il avait soigneusement noté dans son esprit jusqu'au moindre détail. Lorsque ses interlocuteurs eurent terminé, après s'être recueillis pendant quelques secondes, il demanda « Quelle heure était-il quand vous avez vu le fantôme ?»« 23 heures, répondit nettement M. de Thouars. Pourriez-vous me montrer le meuble qui renfermait les lettres volées ? Veuillez me suivre, invitait mademoiselle Bergen. Tous trois passèrent du grand salon dans le boudoir. M. de Thouars conduisait directement le limier vers le secrétaire qui était resté ouvert. On n'a touché à rien, interrogea Shandcock. À rien. Et où se trouvaient exactement les lettres ? Seule, répliquait la Scandinave, mademoiselle Desroches pourrait le dire. Mais encore sous le coup de l'impression terrible que lui a causé ce mystérieux attentat, elle est très souffrante, et je doute fort qu'elle soit en état de répondre. Le limier n'insista pas. Maintenant, il examinait avec attention le secrétaire qui ne portait aucune trace d'effraction. Il est évident, concluait-il, que le voleur qui n'a commis aucun dégât a dû se servir d'un instrument extrêmement perfectionné. À moins qu'il n'ait réussi à se procurer l'empreinte de la serrure, ce qui donnerait raison à ses premières déductions, à savoir qu'il faut chercher le coupable parmi les intimes de notre jeune poétesse. Peut-être, observait mademoiselle Bergen, la photographie des empreintes donnerait-elle quelques résultats ? Je puis dès à présent vous affirmer que non, déclara le célèbre limier avec force, et je vais vous en donner la preuve. D'après la description que vous venez de m'en faire, le bandit qui s'est introduit cette nuit ici est le même que celui que j'ai rencontré au Louvre il y a 2 nuits, au pied de la statue de Belphégor, dans la salle des dieux barbares. « Comment ? Vous l'avez vu ?» s'exclamèrent simultanément la demoiselle de compagnie et le beau Maurice. « Comme je vous vois, » répliquait Shandcock. Et d'un ton mordant, incisif, il martela. Et j'ai constaté qu'il portait des gants noirs, grâce auxquels il pouvait, sans risquer de se trahir, manipuler les objets les plus divers. D'où, appuyait M. de Thouars, la difficulté très grande de se procurer sur ce mystérieux malfaiteur d'ultimes renseignements. Fort heureusement, déclarait le roi des détectives, nous avons à notre disposition d'autres moyens d'investigation qui, lorsqu'on sait s'en servir... Il s'arrêta, réfléchit un instant, puis demanda à ses deux interlocuteurs. « Où se trouvait exactement le fantôme lorsque vous l'avez aperçu ?»« Il était en train d'enjamber la fenêtre que voici, » répliqua M. de Thouars. « Qui vous a signalé sa présence ?» interrogeait le limier. La demoiselle de compagnie répondait. « Le bruit qu'il a fait en tombant une potiche qu'il a renversée lorsqu'il gagnait la fenêtre pour s'enfuir. » Alors, poursuit M. de Thouars, je me suis précipité à sa poursuite. Je l'ai vu, dans le jardin, s'élancer derrière un bosquet. J'ai tiré dans sa direction plusieurs coups de revolver, mais j'ai dû le manquer, car il a disparu sans laisser la moindre trace. En êtes-vous bien sûr ? Soulignait Shandcock. Absolument, car avec les domestiques qui étaient accourus, j'ai fouillé le jardin, nous n'avons rien découvert. Rien, absolument rien. C'est infiniment curieux, définissait Shandcock. Se tournant vers Maurice de Thouars, le détective ajouta « Allons visiter le jardin. » Il sortit d'un pas rapide avec Maurice de Thouars. Mademoiselle Bergen les vit se diriger tous deux vers le bosquet à l'abri duquel le fantôme semblait s'être évaporé. Ils marchaient lentement, très lentement. Shandcock observait minutieusement le sol de l'allée. Il s'arrêta un long moment devant le buisson, y pénétra,
examina attentivement la terre qui ne portait aucun vestige de pas. Les branches ne révélaient aucune cassure, les feuilles ne semblaient même pas avoir été froissées. Il en tira la déduction logique que Belphégor avait dû contourner le bosquet et que, contrairement à l'avis de M. de Thouars, il ne s'y était pas dissimulé un seul instant. Bientôt il rejoignit son guide et sans prononcer une parole, il traversa le jardin dans toute sa largeur et s'enfuit droit au mur qui contournait la propriété. Sa surface était absolument lisse. Aucun espalier, aucun treillage n'y était fixé. Fraîchement recrépi, il ne portait qu'une aspérité capable de favoriser une escalade. Les arbres qui se dressaient dans le parc en étaient trop éloignés pour que l'on pût proposer qu'ils eussent permis, grâce à eux, d'en atteindre le faîte, défendu d'ailleurs par une armature très serrée de débris de verre et de tessons de bouteilles. Toujours silencieux, Shandcock, que M. de Thouars suivait comme une ombre, se mit à longer le mur, le long duquel courait une plate-bande fleurie et parfumée, dont rien ne paraissait avoir dérangé l'harmonie. Tout à coup, il s'arrêta. Il se trouvait devant une petite porte, peinte en vert sombre, et dont la serrure commençait à se couvrir de taches de rouille. « Où donne-t-elle » questionna-t-il. « Dans une petite rue, » expliqua M. de Thouars, « qui s'appelle, je crois, le chemin des Lilas. » Shandcock appuya sur le loquet. La porte résista. « Elle est condamnée depuis longtemps, » déclara son compagnon. Le détective se remit en marche. Comme il atteignait un bâtiment d'un seul étage mais très élevé, et dont l'architecture d'une bizarrerie ultramoderne empêchait de définir à première vue la destination, il demanda d'un ton bref. « Qu'est-ce cela ?»« L'atelier de Mademoiselle Desroches, » définit M. Maurice de Thouars. Shandcock s'approcha. Son guide le devança et ouvrit la porte toute grande, invitant du geste le limier à pénétrer dans l'étrange studio. Après avoir promené autour de lui un regard inquisiteur, Shandcock fit d'un ton subitement intéressé. Qui sait si le fantôme n'a pas réussi à se cacher sous l'un de ces vastes bahuts ? Mais c'est impossible, affirma M. de Thouars. La nuit, la porte de l'atelier est toujours fermée à clé. Il n'a donc pas pu s'y réfugier. Cependant, M. Shandcock, si vous voulez vous rendre compte, rien de plus facile. C'est inutile, refusa le détective. Et tout en esquissant un sourire indéfinissable, il articula. C'est à se demander si Belphégor n'a pas des ailes. Puis il ajouta. Est-ce que je pourrais examiner de nouveau le secrétaire qui se trouve dans le boudoir de Mademoiselle Desroches ? Mais tant que vous voudrez, monsieur Shandcock. Ils rentrèrent tous deux dans le salon où Mademoiselle Berghem les attendait. Shandcock se dirigea bientôt vers le meuble et s'empara de sa loupe. Il fixa à travers la lentille de verre son œil sur la serrure, cherchant à se rendre compte que si le malfaiteur s'était servi d'une fausse clé ou d'un crochet spécial. Lorsqu'un cri échappa à la Scandinave. « Simone, quelle imprudence !» Le détective se redressa et tourna la tête. Pâle, les yeux cernés, le visage douloureux, Mademoiselle Desroches, dans un déshabillé dont la sobre élégance ajoutait encore à la troublante et la morbide beauté, s'avançait d'un pas hésitant en s'appuyant au bras de sa femme de chambre. « Monsieur Shandcock, » fit-elle d'une voix alanguie, « j'ai su que vous étiez là et j'ai tenu à vous remercier de l'empressement que vous avez mis à répondre à mon appel. » Et tandis que sa demoiselle de compagnie l'aidait à prendre place sur un canapé, elle ajouta « J'ai eu peur et j'avais tant besoin d'être rassurée. » Elle s'arrêta comme pour reprendre haleine. Puis elle reprit d'une voix où, par instants, passaient encore des frémissements de peur. « Depuis le moment où, de la fenêtre de ma chambre, j'ai vu le bandit bondir à travers le jardin, je n'ai pas cessé d'avoir sa terrible image devant les yeux. Mais maintenant que vous voilà, monsieur Shandcock, je me sens déjà rassurée. » Et tout en s'efforçant de sourire, elle ajouta « Avez-vous fait quelque découverte intéressante ?»« Rien de précis encore, » répliquait le roi des détectives, « mais si cela ne vous fatigue pas trop, pourriez-vous, peut-être, me donner quelques utiles renseignements ?»« Oh, interrogez-moi, je vous en prie. » « Ce sont bien des lettres que le fantôme vous a dérobées. »« Parfaitement. »« Des lettres intimes. »
Des lettres intimes. Ces lettres, d'après ce que m'a téléphoné mademoiselle Bergen, étaient bien de Jacques Bellegarde. Oui, monsieur. Je vous remercie, mademoiselle. Shandcock se tut. Simone vivement lui prit la main. On eût dit que ses angoisses, qui s'étaient momentanément apaisées, l'assaillaient de nouveau. Et d'un ton suppliant, elle exprima: Monsieur Shandcock, ne m'abandonnez pas. Simone, je vous en prie, calmez-vous, conseilla mademoiselle Elsa Bergen. Mais nous sommes là pour vous défendre, s'écriait monsieur de Thouars. N'ayez aucune crainte, mademoiselle, affirmait Shandcock, je suis certain que le fantôme ne reparaîtra jamais chez vous. Mais pourtant, objecta Simone d'une voix tremblante, il est retourné 2 nuits de suite au Louvre. Sans doute, expliquait le détective, parce que lors de sa première visite, il n'avait pas atteint son but. Tandis qu'ici, il a emporté ce qu'il désirait. Les lettres de Jacques, scanda la jeune femme. Et les traits bouleversés, les lèvres tremblantes, elle poursuivit. Voilà justement ce qui m'épouvante. Le fantôme veut certainement se servir de ces lettres contre lui pour se venger, c'est affreux. Laissez-moi tout vous dire. Bien que de graves dissentiments qui ont eu pour conséquence une irrémédiable rupture se soient élevés entre lui et moi, j'ai aimé et j'aime encore monsieur Bellegarde. Et la pensée qu'il puisse lui arriver malheur me rend folle. Jacques Bellegarde est de taille à se défendre, répliqua le détective. Simone reprenait. Écoutez-moi, monsieur Shandcock. Ce que j'ai à vous dire est très grave et peut jeter un billet signé Belphégor. Écoutez-moi, monsieur Shandcock, ce que j'ai à vous dire est très grave et peut jeter, qui sait, une lueur dans cette ténébreuse affaire. J'ai reçu, il y a 48 heures, un billet signé Belphégor, et le menaçant des plus terribles représailles s'il persistait à s'occuper de cette affaire du Louvre. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Tant que ce bandit n'aura pas été découvert et arrêté, je ne vivrai pas. Depuis ce matin, j'ai fait téléphoner plusieurs fois chez Jacques et au Petit Parisien. On nous a répondu qu'il n'avait pas reparu ni à son domicile, ni au journal. Je tremble qu'il ne lui soit arrivé malheur. Monsieur Shandcock, voulez-vous me rendre le plus grand service et vous informer? Et bien qu'il n'y ait plus entre monsieur Bellegarde et moi d'autre lien que celui d'un souvenir qui, pour moi, ne périra jamais, soyez assez bon pour me donner de ces nouvelles, et puis aussi, si ce n'est pas abuser de votre bonté, oui, pour veiller sur lui. Shandcock, tout en la regardant d'un air de sincère compassion, déclarait: Mademoiselle, vous pouvez d'autant mieux compter sur moi que je suis déjà en rapport avec monsieur Bellegarde, et qu'il m'est infiniment sympathique. Merci, balbutia faiblement mademoiselle Desroches, fermant les paupières et laissant reposer sa tête sur l'un des coussins du canapé. Shandcock s'inclina devant elle, ainsi que devant mademoiselle Bergen, et il allait se retirer, reconduit par Maurice de Thouars, que le désespoir de Simone semblait vivement affecté, lorsque mademoiselle Bergen, très soucieuse, très peinée, elle aussi fit en s'approchant du célèbre détective. « Monsieur Shandcock, j'aurais un mot à vous dire. »« Je vous en prie, mademoiselle. » La Scandinave demanda. « Pouvons-nous, maintenant, prévenir la police ?» Shandcock réfléchit pendant encore quelques secondes, puis il déclara gravement. « Pas encore. » Elsa Bergen fit un signe d'acquiescement, puis elle articula. « C'est entendu, monsieur, nous garderons le silence tant que vous le jugerez nécessaire. » Les deux hommes s'éloignèrent. Dans le vestibule, monsieur de Thouars, tout en prenant congé du détective, lui demanda: « Alors, monsieur Shandcock ?»« Nous marchons de mystère en mystère, » répliqua celui-ci. « Espérez-vous donc... » »« Quoi donc ? Démasquer ce bandit ? » ?»« Ah bah, si je l'espère. » Et le grand détective, avec l'accent d'une foi rayonnante et d'un indomptable courage,
martela ces 3 syllabes dans lesquelles il engageait tout son honneur et toute sa gloire. « J'en suis sûr. »